Responsabilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour celles et ceux qui regardent le replay du webinaire Commune Résiliente. TIC. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez préciser quel est votre rôle? Est-ce que vous êtes chargé de mission dans un parc naturel? Est-ce que vous travaillez pour la région, le département, pour une association? On va regarder brièvement dans le chat pour comprendre un peu euh, qui vous êtes. On a des élus, super. Des agents de collectivité, des habitants engagés. On a des chercheurs, ok. D'accord, donc on a quand même des futures chercheuses aussi, responsables associatifs. Bah, c'est bien, on a un beau panache, un beau panachage d'agents de collectivité, d'habitants, de membres d'associations, un assureur, ok. N'hésitez pas à continuer à vous présenter rapidement, ce sera très intéressant. On fera des petites statistiques a posteriori. Là, on avait un outil pour faire ça en ligne, mais ça a obligé de passer par des plateformes et on voulait pas que ce soit trop pénible pour vous. Tic. On est curieux de savoir de quel type de territoire vous venez. Donc moi, par exemple, vous pouvez écrire, moi je viens dans un petit territoire rural méga enclavé de 30 habitants. Ok. Pour le moment, on a une grosse dominante urbaine à Montagnard, périurbain Montagnard. Ah, Véronique, on est voisins. J'habite dans les contreforts du Morvan. Super. Merci beaucoup. Tic. Alors, petite question un peu moins drôle. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des catastrophes sur votre territoire? Si oui, lesquelles? Et c'est quoi la crise que vous redoutez le plus sur votre territoire? Moi, je suis un gros fan de forêt et depuis 2 ans, je stresse parce que j'ai vu qu'il y avait des incendies, même dans le Jura et en Bretagne, ça commence à me faire assez peur. Alors, la plupart du temps, là, les gens n'ont pas encore été confrontés, mais ils redoutent beaucoup les inondations, les tempêtes. On a aussi quelques trucs sur les glissements de terrain, effondrements. Bon, il y a une grosse majeure innovation quand même, hein. Ah, on a un attentat terroriste, Florence aussi. Et il y a beaucoup de trucs autour de la sécheresse. Les moustiques aussi qui commencent à pointer leur nez. Et les blackouts. Très bien, merci beaucoup. Tic. Alors, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant, s'il se met à pleuvoir, je me roule en boule et je pleure. Je suis pas du tout préparé. À 5, ma maison, j'ai une collectivité hyper préparée, il y a tout ce qu'il faut, on peut vivre en autonomie et tout ça. Et on est méga solidaire. De 1 à 5, vous êtes comment? Et est-ce que vous avez déjà engagé une ou plusieurs démarches pour vous préparer en cas de catastrophe? Ok, c'est pas une moyenne. Ouais, est-ce que ça tourne autour du 2 en moyenne, hein? Ah! Mathieu, il est chargé de mission papy. Alors les papys, c'est pas pour prendre soin des seniors, c'est plan d'action de prévention des inondations. Ok, il y a des gens qui sont prêts au niveau individuel, mais pas au niveau territorial. Oui, Lila, un potager, c'est une forme de démarche déjà. Super. Merci beaucoup. Et dernière question qui va nous permettre de mieux saisir qui vous êtes. Tic. Euh, est-ce que vous savez sur quelles associations vous pouvez compter en cas de crise? Et comment s'entretient la coopération entre les collectivités et les associations? Donc moi, par exemple, c'est de manière très paradoxale, mais je pense que l'association la plus à même à répondre à un cas de crise, c'est l'association d'escalade dont je fais partie.
puisque tous les gens sont méga débrouillards et hyper solidaires dans cet assaut. Non, non, non. Ah bah dis donc. Ah ouais, il y a une grosse majorité de gens qui savent pas du tout sur quelle association compter et quelles associations mobiliser en cas de crise. À part, on va donner peut-être, si c'est OK pour toi, Anaïs, je serais curieux que tu nous en dises un peu plus sur le travail qui a été fait. Si tu veux Oui, bien prendre la parole une minute pour clôturer ce petit temps de présentation. oui, tout à fait. En fait, donc, je travaille à la ville de Paris. Donc, on a élaboré une stratégie de résilience qu'on a construite avec beaucoup d'acteurs publics, associatifs et dans une moindre mesure privée. Mais on a aussi associé des acteurs privés, notamment des assureurs. Je dis ça parce que j'ai vu qu'il y avait la mail. Donc, nous, on a vraiment des projets en fait qu'on porte de manière très concrète avec la Croix-Rouge française, avec aussi la protection civile parisienne, mais aussi avec d'autres associations. Donc là, par exemple, enfin, on a lancé, mais la première session vraiment de travail va être en septembre avec l'FPCNT, qui est l'Association française de protection des risques naturels et technologiques, un programme de formation des associations locales du 11e arrondissement. Donc, que ce soit associations sportives, culturelles, de solidarité environnementale, etc. Un programme de formation sur comment elles peuvent, déjà quels sont les risques à Paris, qu'ils soient naturels, technologiques, sociétaux, autres, sanitaires, enfin, etc. Comment elles peuvent se préparer et comment aussi elles peuvent contribuer à la gestion de crise en associant aussi bien les bénévoles que bah, les habitants des quartiers dans lesquels elles interviennent. Donc il y a ça, mais on travaille aussi avec les centres sociaux, on travaille avec le CEPRI, qui est aussi une association de prévention du risque d'inondation, beaucoup sur comment est-ce qu'on peut sensibiliser les Parisiens en s'appuyant sur un réseau qui s'appelle les Volontaires de Paris, qui est en fait un réseau de Parisiens qui se manifestent auprès de nous pour pouvoir participer à des missions d'intérêt général y compris, donc par exemple, là on a depuis décembre dernier, en fait ils animent une fresque de la crue qu'ils ont co-construit avec la ville et le CEPRI sur l'année 2024 et qui vise en fait à faire boule de neige et à pouvoir ben, aller dans des mairies d'arrondissement, aller dans des événements, à l'Académie du climat, pouvoir en fait bah, faire de la sensibilisation sur les inondations, à la fois le niveau de risque, mais aussi tout ce qui est en fait comment ça se passe, comment ça se déroule et comment les citoyens sont impactés et comment aussi du coup ils peuvent contribuer à se protéger eux-mêmes déjà parce que c'est la première chose, à protéger les autres autour d'eux et puis potentiellement s'ils en ont envie s'engager pour dans des actions associatives ou voilà plus informelles pour bah, vraiment apporter leur pierre à l'édifice quoi. Donc pour nous, ça, c'est un gros, vraiment un gros volet de notre stratégie qu'on a adopté en novembre dernier. Et puis on travaille aussi beaucoup avec bah, d'autres collectivités. On a pas mal échangé avec, par exemple, le département de la Seine-Saint-Denis qui élaborait une stratégie de transition écologique et de résilience en même temps que nous. Et donc, on a eu un certain nombre d'échanges autour, par exemple, de jeux sérieux sur comment on peut aussi mobiliser des activités ludiques pour former en interne les agents, mais aussi en externe des citoyens un certain nombre de sujets. On travaille évidemment avec les métropoles, hein, voilà, avec la préfecture de police de Paris, enfin, voilà, beaucoup d'autres acteurs, Ok. mais en tout cas, il y a vraiment ce volet de se dire que, bon, on a beau être une grosse collectivité, malgré tout, on ne peut pas faire les choses seul et ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui partagent les mêmes objectifs que nous, de notamment renforcer la culture de risque, renforcer les solidarités et puis transformer la ville. Et donc, on essaie de vraiment mener des actions qui sont portées avec d'autres acteurs pour démultiplier leur impact. Bah, vous avez fait un sacré travail. Du coup, Anaïs, vous avez gagné une invitation à venir témoigner de tout ça. On a des locaux à Bastille, nous, Make Sense, et on travaille aussi avec la Gaieté Lyrique. Donc, D'accord. on va, je pense, organiser dans le prochain semestre une petite conférence qui sera enregistrée pour les gens qui sont dans le reste de la France pour que vous puissiez détailler. Vous avez fait plein de choses. Bravo.
Et là, on va travailler avec différents de ces acteurs, notamment la Croix-Rouge que vous avez mentionné, pour regarder comment on peut aller plus loin. Mais tout d'abord, on va donner la parole à Véronique, qui va nous expliquer, dans le cadre de l'URD, toutes les recherches qui ont été faites et les conclusions qui ont été tirées de toutes ces enquêtes sur le terrain. Véronique, le Merci micro est à Antoine. toi. Merci Antoine. Bonjour à tous. Avant de démarrer, effectivement, juste dire que le groupe URD, on est un think tank qui est spécialisé sur la gestion des crises et des fragilités, d'abord à l'international, avec beaucoup de d'appui, de réflexion sur les terrains de crise humanitaire. Avec des zones qui font face aux impacts du changement climatique déjà depuis de nombreuses années et donc dans des contextes différents. Et là, l'idée, c'est de rapatrier, de voir ce qui est utile et ce qui pourrait être adapté sur le territoire national et notamment du coup toute cette approche communautaire de la gestion des risques et des catastrophes. Alors, tic. De quoi on parle? En deux mots, notre projet de recherche que je co-dirige d'ailleurs avec Pablo Servigne vise à documenter pour mieux comprendre les processus spontanés qui se mettent en œuvre en temps de crise, l'entraide spontanée et son articulation avec les secours professionnels. Alors, de quoi on parle quand on parle d'entraide? Ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est vraiment d'aller voir même en dehors des associations et avant que les secours n'arrivent, qu'est-ce qui se passe dans un village, un quartier qui est touché par une catastrophe. Donc, on s'intéresse vraiment à cet acte d'aide mutuelle avec une réciprocité potentielle, donc quelque chose de très horizontal. Et on essaye de voir comment ça s'articule avec les secours, avec l'aide, que du coup on pourrait qualifier de beaucoup plus verticale, où là il n'y a pas forcément de réciprocité attendue. Et les terrains sur lesquels on a travaillé, donc c'est plus large que les catastrophes naturelles. On est aussi allé explorer des situations comme la guerre en Ukraine, où vous le savez peut-être, il y a des groupes de volontaires qui se sont mobilisés depuis le début de la guerre. Et les autres terrains sur lesquels on est allé documenter ces processus d'entraide, c'est par exemple l'Australie, le Tchad, mais aussi sur le territoire national, la Roya. Donc j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était de la Roya. Le Briançonnais sur l'accueil des populations migrantes et réfugiées et sur l'île de la Réunion. Tic. Alors, de quoi on parle quand on parle d'entraide? On a essayé là de dresser une première typologie de ce qui se passe effectivement avant même que les secours n'arrivent. Et on voit sur l'ensemble des terrains de crise qu'on est allé documenter que les populations, avec les organisations, mais même sans les organisations, de façon spontanée, s'organisent et, par exemple, font des distributions de repas ou des habitants qui accueillent des personnes déplacées parce que leur, euh, leur habitat a été détruit, des évacuations, des déplacements pour aider, par exemple, même des évacuations des lignes de front. Le nettoyage des rues, il y a des images très frappantes que vous avez tous vues à Valence en Espagne avec des cohortes de jeunes et moins jeunes qui sont venus aider à nettoyer les caves, les rues, etc. On constate régulièrement aussi, voilà, de l'aide pour transporter les gens, organiser les premiers temps de logistique, beaucoup de communication. Alors quand les réseaux sociaux fonctionnent, il y a l'utilisation entre personnes touchées, directement impactées, mais c'est aussi simplement sur la place du village ou dans le CCAS du quartier. Et donc, voilà, toute cette solidarité, ça crée du lien social qui est essentiel finalement en temps de catastrophe. Tic. Alors, on a essayé de modéliser aussi les différents types d'entraide parce que c'est pas la même chose dans le tout premier temps de la crise où tout ça se met de façon spontanée. À ce moment-là, ça peut être assez individuel sur des gestes simples et dans le temps, ça va se structurer
certaines fois se pérenniser et éventuellement mener à la création d'associations comme on le voit sur certains contextes. Tic. Donc, dans le temps, ce qu'on constate, hein, c'est que le tout premier temps de la crise favorise l'émergence de cette entraide spontanée et parfois, ça se délite dans le temps pour plusieurs facteurs qu'on est en train de documenter et dont j'ai pas le temps de parler aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est aussi ce qui se passe avant, en fait. Cette capacité de mobilisation citoyenne en temps de crise, elle dépend aussi de ce qui a été éventuellement préparé en amont en termes de lien social. Mais là, je laisserai mes autres collègues approfondir ce point. Tic. Ce qui est important dans nos résultats là, c'est que l'articulation avec les secours, avec les autorités, elle n'est pas simple à organiser. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a quand même des imaginaires à déconstruire. C'est-à-dire que si on est professionnel, on a le sentiment que les populations, elles vont être désemparées. Ce sont des victimes avant tout, que parfois on va avoir de la panique, on imagine, et des comportements déviants. Et là, je vous invite vraiment à lire de la bibliographie sur les disaster studies, qui depuis des décennies documentent que c'est l'inverse qui se passe. Mais dans l'esprit des professionnels, il y a quand même un imaginaire qui est que la population va pas savoir s'organiser. Donc ça, c'est vraiment, je dirais pour moi, quelque chose d'essentiel sur lequel il faut travailler. Ensuite, évidemment, le contexte politique institutionnel et notamment la confiance ou la défiance envers les institutions va fortement impacter la qualité de la relation et l'articulation avec les professionnels. Un élément qui est important aussi, c'est le sentiment qu'il y a un ennemi commun. C'est-à-dire que le groupe qui a été touché par la crise, il va être plus soudé s'il y a une adversité extérieure commune. Et du coup, ça va favoriser le lien social à l'intérieur, voire en intégrant aussi les secours. Et donc ça, c'est un élément voilà, qui permet finalement de se retrouver. Après, l'une des difficultés majeures, c'est que les cadres opérationnels sont tellement différents entre le hiérarchique presque militaire et l'organique de l'entraide citoyenne, populaire des habitants. Et ben ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont. Comment trouver les bonnes articulations? Il y a aussi cette question d'échelle, la connexion entre ce vertical et l'horizontal dont on parlait tout à l'heure. Et là-dedans, je dirais, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est le niveau le plus décentralisé qui est le plus à même de favoriser une bonne articulation avec les populations. Et un dernier point, je pense que ce sont des sujets qui se travaillent. L'Australie, le Japon, qui sont passés depuis longtemps par diverses crises, et l'Australie, là, de façon accélérée ces dernières années, on voit une courbe d'apprentissage extraordinaire, notamment sur l'articulation, avec maintenant des villages ou des quartiers qui sont organisés, mais qui connaissent les secours, qui ont des liens et des modes de coopération. Euh, donc, le sujet, c'est l'interface. Comment on interface, plus que comment on coordonne. Le sujet, c'est l'interface. Comment est-ce qu'on trouve des façons de travailler ensemble? Tic. Alors, ce schéma, il est un petit peu complexe à décrire maintenant, mais c'est pour dire qu'il y a de l'entraide positive à la fois chez les habitants, c'est ce dont on a parlé. Il y a évidemment l'aide des secours positive qui vient des secours professionnels et qui va vers les populations. Mais il y a aussi de l'aide des populations qui va vers les secours professionnels. On l'a documenté dans beaucoup de contextes. Il y a aussi de l'entraide entre les professionnels, les collectivités territoriales, etc. Il y a évidemment de l'aide extérieure qui vient pour soutenir les acteurs de la première ligne sur les terrains impactés. Il y a aussi cette aide populaire qui vient de l'extérieur auprès des habitants des territoires impactés, mais il y a aussi des difficultés. Et il ne faut pas les mettre de côté. Il y a de l'aide extérieure populaire qui vient embouteiller, et ça, par exemple,
la Roya, ils ont dû gérer, mais c'est dans tous les contextes. Il y a une gestion du coût de stock avec des choses qui sont pas forcément utiles. Donc ça, c'est un enjeu. Il y a effectivement, dans certains cas, si l'interface n'est pas bien travaillée, une réponse des habitants qui peut gêner les secours professionnels. C'est une réalité. Il faut pas que ça masque tout le reste qui est positif, mais il faut pas non plus l'ignorer. Et il y a aussi des fois la réponse des secours professionnels qui peut déstructurer, déstabiliser ce qui s'est mis en place avant même qu'il n'arrive. Donc c'est toute cette interface sur laquelle on est en train de travailler. TIC. En termes de résultats, on a commencé à travailler pour différents types de recommandations en fonction des publics. Donc, on a des recommandations qui s'adressent aux populations, aux habitants, d'autres aux associations, etc. Là, je vous propose juste de finir sur quelques recommandations pour les collectivités territoriales. Donc, et du coup, Norbert va illustrer ça après mon propos, mais avant que la crise n'arrive, déjà passer du focus aléa centré qui, euh, qui est vraiment le cadre de pensée de la préparation au risque à bah, quelles sont les ressources qui sont sur le territoire et réfléchir aussi à comment s'appuyer sur des ressources. Ensuite, soutenir l'approche communautaire, entre guillemets, parce que c'est un terme qui n'est pas beaucoup utilisé en France, mais qui veut dire quand même quelque chose au niveau international, de cette préparation au risque à travers de la formation, à travers de l'interconnaissance, savoir sur qui on peut compter et voir si on peut même, comme nous le disait la personne de Paris, intégrer des associations, des citoyens dans des exercices. Pendant la crise, travailler et renforcer ce rôle d'interface des niveaux les plus décentralisés et mettre en place des canaux de communication adaptés. Il y a des exemples d'autres pays, je disais l'Australie, le Japon, il y a des exemples très inspirants de mécanismes qui peuvent se mettre en place pendant la crise et qui jouent ce rôle d'interface. Et après la crise, ne pas oublier de reconnaître aussi les acteurs de l'entraide, les habitants, parce que leur rôle, il est invisibilisé alors qu'il est essentiel dans la crise. Intégrer, ça c'est intégrer des représentants des associations et des citoyens dans les retours d'expérience, ça c'est quelque chose sur lequel vraiment on veut travailler, on voudrait faire de l'expérimentation parce que pour l'instant ça ne se fait pas, alors que c'est chaque crise est vraiment une opportunité d'apprentissage pour améliorer le avant de la prochaine crise en appliquant les leçons tirées de la crise passée pour les futures crises. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Il y avait trois réactions dans le chat. Il y a Irène qui voulait en savoir plus sur les références biblio pour déconstruire les mythes. Il y avait une remarque qui disait, bah, en milieu rural, la personne qui fait l'interface, c'est souvent le maire. Et il y a une troisième personne qui disait, en fait, dans les territoires plus grands, plus denses, il y a toute une catégorie d'invisibles qui sont pas mappés par les associations, qui sont pas connus par les collectivités. Donc, il y a trois petites approches auxquelles on va essayer de répondre en moins de 4 minutes parce qu'on est en train de prendre un peu de retard. Alors, les références bibliographiques, je fais référence notamment à une synthèse qui a été faite par une chercheuse du Crisis Lab de Sciences Po Paris. C'est pas encore diffusé, mais ça le sera prochainement. Et Reiko Hasegawa, qui a fait ce travail remarquable d'analyse de toute une documentation et sur lequel nous aussi on va travailler avec Pablo dans notre rapport final. Donc on vous donnera plus de références à ce moment-là. Et donc oui, c'est tous les disaster studies. Et donc ça a été fait après l'ouragan Katrina aux États-Unis, donc dans des contextes à la fois de catastrophes naturelles, mais aussi sur des attentats ou voilà. Donc beaucoup de références que je peux pas citer ici en quelques minutes. Euh, Ça, c'était la alors, question 1. La question 2, oui. c'est comment on s'organise pour aller aussi, ben, pas laisser des invisibles et des silenciés sur le carreau. Et ce côté, dans les territoires ruraux, c'est le maire qui fait souvent interface. Alors, Plus que deux absolument minutes. d'accord. Alors, absolument d'accord, c'est ce que je disais, hein, aller au niveau le plus décentralisé, donc ça va être le maire
sur un territoire rural, ça va être aussi la mairie en ville. Hein. Pour moi, c'est vraiment cette unité-là qui est l'unité intéressante pour interfacer avec la population. Donc, en effet, tout à fait d'accord avec cet élément-là. Et puis sur les invisibles, on a la semaine dernière fait tout un webinaire sur l'invisibilisation ne serait-ce que des femmes en temps de crise, qui ont un rôle majeur dans le care, la prise en charge justement de la population et de certaines personnes plus invisibilisées, mais qui sont pas du tout visibles. C'est très très frappant même dans l'analyse des images en temps de crise où on ne voit finalement que des hommes. Donc, tout à fait d'accord avec cet élément-là. Il n'y a pas que la question du genre, il y a aussi des personnes vulnérables qui vont pas pouvoir sortir de chez elles, etc. Et c'est justement quelque chose qu'il faut travailler en amont et sur lequel on peut intégrer les populations par exemple, dans un immeuble, savoir qui sont les personnes vulnérables et le penser en amont de la crise pour qu'il puisse y avoir une attention particulière aux populations les plus vulnérables, qui dans certains cas, oui, ça sera des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et je pense que c'est un enjeu vraiment de la préparation, notamment avec l'entraide populaire. Merci beaucoup Véronique. On va bientôt passer à Norbert, mais d'abord une petite page de pub. Je vous ai mis dans le chat un podcast fait par une amie, une ancienne collaboratrice, Charlie Delbois, sur les invisibles, tous ces gens qui ont fait des métiers sous-payés, dangereux pendant les crises sanitaires par exemple, et dont on a peu, voire pas entendu la voix. Donc je vous encourage à les écouter, c'est disponible sur Blast. Voilà, petite page de pub. Je vais mettre... Merci beaucoup encore, Véronique. Si vous avez encore des questions pour Véronique, vous pouvez évidemment continuer à les poser sur le chat, mais on va maintenant donner la parole à Norbert. Oui, bonjour à tous, enchanté d'être présent et de pouvoir relater l'expérience grenobloise et notre stratégie de la résilience et donner notre point de vue. Voilà, donc je commencerai mon propos par ce qu'est la stratégie de la résilience grenobloise et surtout la vision qu'on porte. Et pour nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conviction que Grenoble porte et qui est très forte et qui est au centre de cette stratégie, c'est que les coopérations préexistantes et les solidarités informelles qui sont en place nous aideront à amortir les chocs et à nous préparer aux futurs événements. Donc, c'est Norbert, oui, je regarde, il y a un écho. Alors, je sais pas si tu peux peut-être couper ton son, enfin, laisser ton micro allumé, mais couper tes haut-parleurs parce que ça fait une espèce d'écho qui rend l'audition difficile. d'accord. Euh, Et là, ça va mieux? À peu près pareil. C'est à peu près pareil. Ensuite, bon, on va faire avec. Va falloir peut-être parler légèrement plus lentement, mais je pense que une des solutions de, de couper les enceintes. Ouais, c'est ce que je viens de faire, donc il n'y a pas de. Eh bien, tant pis, on va faire avec. Désolé, ce sera un peu moins confortable pour nous, auditeurs et auditrices. Ouais, donc j'en étais donc à cette vision de la résilience de la ville de Grenoble. Et donc ces coopérations et ces liens sont au centre de nos stratégies. Tic, tic. Norbert, juste, t'avais pas un casque hier? Un nouveau casque? Micro là? Si tu peux le tester et le brancher, je pense que c'est pas mal. C'est les aléas du direct. Oui, bah oui. C'est pas préenregistré. La gestion de crise en direct. Oui. Vas-y, parle. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup mieux. Ah ouais, plus 7 en qualité de son. Bravo. Bah, on te laisse reprendre, Norbert. Voilà, donc la stratégie grenobleuse de la résilience. Donc ce que je disais, c'est que les notions de coopération et de lien, elles est vraiment au centre de notre stratégie. Donc pour nous, il faut sécuriser l'incertitude
et cultiver notre capacité à agir dans un monde de rupture. Pour ça, on s'est appuyé sur quatre grandes notions. La première, c'est qu'on a fait un constat que les crises sont de plus en plus fréquentes, sont de plus en plus systémiques, et que la vision de la gestion de risque aléa-centrée n'était plus forcément la bonne vision, même si elle devait le rester, puisque l'articulation, je le rappelle, de la sécurité civile en France, hein, est faite autour justement de ces notions d'aléa-centré, avec les plans RSEC et toutes les déclinaisons des plans qui peuvent être faits. Mais néanmoins, on a décidé de sortir de cette vision aléa-centrée pour aller sur une vision ressource-centrée ou centrée ressources, où en fait, on se questionne sur notre capacité à agir. Qu'est-ce qui va faire en sorte que nous, on va pouvoir développer cette capacité à agir? Le deuxième, c'est l'éthique, qui est très importante sur la résilience territoriale, puisqu'on se trouve dans des notions de coopération, de démocratie et de justice sociale. Et ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on est sur une stratégie de résilience qu'il faut oublier ces points-là et ne pas aller chercher ces notions-là. Le troisième point, c'est un diagnostic qui a été fait en 2022-2023, sur lequel on s'est appuyé, qui a été sur deux pans. Le premier, on s'est tourné vers l'administration et vers l'ensemble des agents, pour voir quelle était leur vision en fait du territoire, qu'est-ce qu'ils y voyaient, quels étaient les risques qu'ils y voyaient, qu'est-ce qui pouvait arriver, et sur les élus. Et on a confronté les deux visions, élus et administration, et on s'est rendu compte que c'était assez riche, que c'était pas forcément la même vision, que ça pouvait différer. Et donc du coup, on a essayé de faire coordonner, de coordonner ces deux visions, de trouver des points communs pour sortir en fait des grands axes sur nos stratégies. Et puis enfin en dernier lieu, on a une stratégie, un plan d'action qui en a découlé. Tic. Et donc les trois piliers sur lesquels s'appuie la stratégie, c'est le premier, c'est notre capacité à agir en tant que collectivité. Comment on la développe? Comment on sort en fait de cette notion aléa-centrée pour aller sur une notion de ressources centrées? En effet, si on reste sur cette notion-là, en fait, on va s'épuiser. L'administration va s'épuiser à courir après les aléas, les uns après les autres. Chaque nouvelle crise va engendrer une nouvelle organisation, va engendrer une nouvelle façon de voir. Et du coup, les agents, l'organisation va complètement s'épuiser. Le deuxième, c'est on est tourné vers les habitants. Et là, c'est aller chercher les habitants et de voir comment on peut étendre leur capacité d'agir et surtout préserver leur capacité d'agir. Donc c'est partir d'un constat, c'est faire pareil, c'est faire un constat et voir comment au niveau des ressources on fait pour étendre cette capacité d'agir. Et le troisième pilier qui est novateur, qui est pour nous, c'est en fait s'appuyer sur le tissu social qui est en place, qui n'est pas forcément connu et qui en temps de crise va réagir, d'une certaine manière, et c'est se poser la question de comment il va réagir. Voilà, donc c'est les associations, c'est les leaders de cage d'escalier, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les personnes, comment elles vont réagir. Vous avez du leadership qui va sortir, c'est comment on fait pour cartographier ça. Donc, nous à Grenoble, on a quand même des liens très forts avec la Croix-Rouge, qui existe déjà, donc toutes les associations de sécurité civile, mais il peut y avoir d'autres associations qui peuvent émerger. On a commencé le travail il y a 2-3 mois. Et par exemple, on est parti sur, mais j'y reviendrai tout à l'heure, avec des associations comme le Cairn, qui est la monnaie locale. Voilà. Tic. Donc voilà, on a après le quatrième point, donc c'est bien le plan d'action, et en partant sur les temps de la préserver, la capacité d'agir de la collectivité, et là on se tourne vers nous et on se pose la question de quelles sont nos ressources. Voilà. Comment on va les chercher? Donc on a fait un travail qui est LRH, qui est en cours. D'abord, le premier temps, c'est de savoir qui est volontaire au sein de l'administration pour pouvoir répondre en temps de crise. Voilà, parce que tout le monde n'est pas volontaire, forcément. Le deuxième point, c'est quelles sont nos compétences qui peuvent être utiles et transférables. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a des fonctions au sein de l'administration qui, en temps de crise, seront
pas forcément prioritaires dans les plans de continu d'activité ou dans les plans de reprise d'activité. Et donc, du coup, ces gens-là ont des compétences hors de leur cadre professionnel qui peuvent être utiles à la collectivité. Charpentier, plombier, électricien, j'en passe et des meilleurs. Et donc, du coup, ça nous fait un pool. Et l'idée, c'est vraiment de cartographier ça et qu'on ait un pool d'agents qui puissent, sur lequel on puisse s'appuyer pour pouvoir répondre aux crises qui pourraient venir. Voilà. Donc, c'est un des premiers steps pour tendre en fait vers une réserve communale de sécurité civile. Voilà, si vous avez des questions sur la réserve communale de sécurité civile, je pourrais y venir. Le deuxième, c'est étendre et préserver la capacité d'agir des habitants. Donc là, on passe sur en fait la culture du risque. Comment on va chercher les habitants, comment on peut imprégner la culture du risque chez les habitants. Donc, on passe par gros événements qu'on a. Nous, c'est la Journée nationale de résilience dans laquelle on s'inscrit. Et là, on a décidé d'imprimer sur les primaires et les collèges. Voilà, on fait des événements pendant une semaine dans les collèges avec de l'escape game. On fait venir les associations de sécurité civile. On fait venir le tissu universitaire dans les universités, ISTER, les laboratoires ISTER, l'IRMA, voilà, le CEREMA, l'ONF, dans les collèges pour sensibiliser les collégiens et les primaires à la gestion du risque. On passe aussi par de l'escape game qui a été créé et des pièces de théâtre, du théâtre forum. Voilà, tout un tas. Et puis après, pour les professionnels, on a tout un tas de conférences sur lesquelles on s'appuie. Tic. Et enfin, le troisième, c'est le renforcer la coopération et favoriser les nouvelles solidarités. Donc, le premier, c'est passer par ce qu'on disait, c'était quelque chose qui était existant, mais qu'on a relancé, c'est les volontaires de Grenoble, donc à Paris, comme à Paris. Donc, une plateforme sur laquelle les habitants s'inscrivent et sur lesquels on peut s'appuyer en cas de crise. Mais nous, on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on veut cartographier les compétences. Parce que nous, ça nous paraît important lorsque le plan communal de sauvegarde est déclenché, lorsqu'on est en poste de commandement communal, que les élus, en fait, sachent l'état des lieux de l'ensemble des compétences ou des matériels utilisés. Donc le premier, c'est voilà, les compétences dans la ville, voilà, sur quoi, qu'est-ce qu'on a et de qu'est-ce qu'on a besoin. Et comme ça, à l'instant T, on peut répondre à ce genre de choses. Chez les habitants, savoir comment on fait et tout. Et puis les associations. Et là, on veut s'appuyer sur les associations, les cartographier, pour justement avoir ce genre de compétences. Par exemple, on a l'association Kern à la ville. Donc, c'est la monnaie locale. Et lors de la première ou deuxième réunion, on s'est rendu compte que, par exemple, le Kern était possiblement utilisable en cas de blackout électrique. Tous les distributeurs d'argent étaient bloqués et tout. Et donc, du coup, on avait un problème. Et c'est Barcelone, l'expérience de Barcelone, qui nous a fait toucher du doigt ça. Comment on contribue à ce que les échanges continuent dans la ville. Et bien, le Cairn peut être une solution. Et la mairie pourrait peut-être faire en sorte d'avoir des réserves monétaires. Voilà sur le genre de choses sur lesquelles on s'aligne. Et puis créer un réseau de partenaires, d'experts sur lesquels on peut s'appuyer pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc très rapidement, voilà les grandes choses sur lesquelles on s'appuie pour la stratégie de résilience territoriale. Merci beaucoup Norbert. On a une question de Ulysse Blau qui a fait un voyage en vélo pour rencontrer une grande partie des maires de Normandie et qui a fait un petit livret vachement bien. Je vous encourage à le lire. Il va peut-être mettre le lien dans le chat. Et il a une question. Est-ce que les habitants qui participent aux sensibilisations sont principalement des publics de privilégiés? Et sinon, comment vous faites pour impliquer, des publics difficiles d'accès? Alors, la problématique du public captif, c'est ce qu'on appelle le public captif et entière. C'est-à-dire que, en fait, nous, on a pris le chemin de se dire, en fait, on va pas faire venir les gens à nous, on va aller voir les gens. Donc, on s'appuie sur le maillage des maisons des habitants, donc en fait, des directions de territoire hein, à Grenoble, et d'aller au plus proche des habitants. Soit en passant par des stands de la Croix-Rouge par exemple sur les premiers secours, secours psychologiques et ainsi de suite, soit par des expos. Par exemple, on va avoir une expo itinérante sur les risques et qui va pouvoir se déplacer dans l'ensemble des maisons des habitants pour aller les chercher. Et puis après, on va chercher avec les JNR, les collégiens et les primaires.
On file vers la fin de cette partie, mais il y a quand même une question de Florence que je vais essayer de résumer. Euh, Oula. En fait, Florence, je veux bien que tu essayes de résumer ta question en une phrase, parce que je ne saurais pas le faire. Tu veux que je le dise verbalement? Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Non, je travaille sur les approches territoriales et je travaille beaucoup sur les liens crise et humanitaire, développement humanitaire, nexus, paix, etc., etc. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que partout, dans tous les domaines que je suis, tout le monde parle de localisation, de reterritorialisation. Tout le monde fait des inventaires de qui est là et insiste sur la nécessité de travailler avec les populations dès le départ et de construire sur ce qui se fait déjà localement. Donc, quand j'écoute ce que vous dites, ça fait vraiment, ça résonne. Et le danger à ce niveau-là, je pense, c'est qu'on perde du temps en essayant chacun dans son coin de redémarrer un truc interinstitutionnel et en multipliant les réunions. Donc, s'il y a déjà des mécanismes interinstitutionnels dans les territoires qui s'intéressent à des problèmes divers et variés, qui sont affectés par les aléas dont vous parliez, je pense que ce serait déjà important de savoir qui est là et de les mettre dans ce discours. Parce qu'ils peuvent déjà dire, ah ben support, pourquoi vous n'avez pas discuté à notre prochaine réunion, nous expliquer, et puis on peut voir ensemble ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Florence. Je pense que ce sera intéressant. C'est un des travails dont peut-être que Pablo pourra évoquer soit dans le chat, soit quand ce sera son temps de parole. Il y a ce travail de regarder qui fait déjà ce travail de mapping et de synchronisation. Il a déjà commencé et je laisserai peut-être Pablo répondre, mais soit dans le chat, soit un peu plus tard parce que le temps file. J'encourage aussi les gens. Il y a Julien Lécaille là. Vous avez parlé de Serious Game que vous faisiez à Bordeaux, à Grenoble, c'est ça. Oui. Julien, n'hésite pas à mettre les liens dans le chat ou peut-être à les présenter très succinctement. Et sinon, on va passer du coup au troisième intervenant, qui sera Raphaël Sayada de la Croix-Rouge. Raphaël, the mic is yours. Merci, merci beaucoup Antoine. Donc moi effectivement je suis Raphaël Sada, je travaille à la direction de l'innovation de la Croix-Rouge et notamment sur les enjeux d'innovation et d'engagement citoyen. Alors comme l'ont souligné notamment Anaïs et Norbert, la Croix-Rouge, tout le monde connaît à peu près et on est déjà en discussion avec beaucoup d'entités qui sont représentées dans ce webinaire. Aujourd'hui je vais revenir sur un peu notre implication à Mayotte suite au passage du cyclone Chido en décembre 2024, qui, à mon sens, est un bon exemple de à la fois notre capacité d'action, mais aussi notre incapacité d'action d'une certaine manière. Euh, donc, lorsqu'une crise va frapper un territoire, les associations comme la nôtre, qu'elles soient agréées de sécurité civile d'ailleurs ou non, elles ont toujours un rôle clé, bien au-delà de la seule réponse d'urgence. Nous, on va devoir à la fois mobiliser des ressources humaines et logistiques très rapidement, on doit s'adapter à des contextes extrêmement variés et nous insérer dans des dynamiques locales qui sont déjà à l'œuvre. Et ça a été assez marquant lors de notre implication sur le passage du cyclone à Mayotte. Donc ça a été à la fois un très bel exemple de notre capacité de mobilisation. En quelques jours, après quelques jours après le passage du cyclone, on a pu déployer près de 500 personnes. On a fait venir des renforts de métropole, de la Réunion et de notre réseau international. On a acheminé plus de 100 tonnes de matériel, mis en place des unités de traitement de l'eau, des distributions, des abris temporaires. Donc ça reflète à quel point on est prêt à réagir à des situations comme celle-là, que ce soit d'ailleurs sur le territoire métropolitain ou en outre-mer, voire même à l'international. Maintenant, si on prend un peu de recul, cette opération, ça révèle aussi les limites de notre modèle et des questions que ça doit nous amener à nous poser en tant qu'association également. En effet, déjà, les premiers touchés par la catastrophe lors du passage à Mayotte, ça a été nos premiers volontaires, tout autant que les habitants. Les premiers jours, on a été sans nouvelles de la plupart de nos volontaires sur place. Donc ça nous pose beaucoup de questions aussi sur comment est-ce que quand une catastrophe passe, ceux sur qui on va baser notre réponse sont peut-être déjà sinistrés.
et c'est valable un peu partout d'ailleurs, même dans une commune. Comment est-ce que les habitants de la commune et les personnes sur qui on a imaginé baser notre réponse peuvent être tout aussi sinistrés que les gens qu'on voudrait aider. Et puis, ça nous a pris du temps aussi de nous mobiliser. Alors, ça a été massif, mais ça a pris quelques jours. Et pendant ce temps-là, la population, elle s'est déjà mise en mouvement. Et ça a été assez marquant lors de ce passage, de ce cyclone. C'est-à-dire que les gens, ils ont reconstruit leur abri, ils partageaient leurs ressources, ils prenaient déjà soin des plus vulnérables de manière individuelle et communautaire. Et puis quand nos équipes elles sont arrivées, donc de plus loin, elles ont dû s'adapter. Elles ont dû s'adapter à un terrain qu'elles connaissaient peu. Elles ont dû s'adapter à un climat qu'elles connaissaient pas. Elles ont dû s'adapter à des modes, à des pratiques d'entraide aussi qu'elles connaissaient pas beaucoup, et beaucoup de circuits invisibles et peu institutionnels. Et cette réalité, elle nous interroge beaucoup. C'est comment est-ce que nous, on doit améliorer notre capacité de réponse en nous appuyant davantage finalement sur les ressources et les dynamiques qui existent localement. La Croix-Rouge a une très forte capacité de mobilisation à travers la France, comme je le disais tout à l'heure, mais on doit se poser notre question de comment est-ce qu'on ne peut pas arriver, enfin comment ne pas arriver après, mais plutôt agir avec, dans un cadre finalement de confiance et surtout de coordination. Et puis, comment reconnaître et soutenir l'entraide qui va naître spontanément sur place. Avant la crise, pendant la crise, on l'a dit, et d'ailleurs Véronique l'a très bien souligné, hein, pendant la crise avec ses premiers niveaux d'entraide très forts, et puis aussi après, parce que le après, il est souvent invisible, mais il est quand même majeur. Finalement, souvent la reconstruction après une catastrophe, c'est le temps long qui se met en place. Et là-dessus, souvent, il y a une disparition des acteurs les plus impliqués en réponse à la crise. Souvent, plus le temps passe et plus les acteurs deviennent invisibles et où l'entraide prend sa place. Donc ça demande, notamment pour les associations, un vrai changement de posture. On doit passer d'un modèle d'intervention à un modèle plus de collaboration, où les associations, mais aussi les collectivités, et puis évidemment les citoyens, ils doivent agir ensemble dès la préparation. Et nous, notre rôle à la Croix-Rouge française d'aujourd'hui, tel qu'on l'imagine, c'est pas forcément d'être un acteur qui va venir positionner ses bénévoles, ses salariés directement sur place, mais plutôt aussi comment est-ce qu'on est en capacité, en complémentarité, de renforcer les autres et de renforcer d'autres manières d'intervention. Et ça, pour nous, c'est un élément clé et essentiel, et c'est l'enjeu de nos réflexions qu'on mène aujourd'hui. Finalement, comment est-ce qu'on peut former, outiller les communautés, renforcer la coordination territoriale entre des institutions, des associations, qu'elles soient d'ailleurs sociales ou de sécurité civile, comme d'autres, sportives, culturelles, et puis aussi les habitants. Merci beaucoup, Raphaël. Euh, Est-ce que vous avez des questions? On va vous laisser peut-être 30 secondes de réflexion. Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat si vous avez des questions à poser à Raphaël. Alors, en tout cas, Moi, ça. j'ai une question. Vas-y, Du coup, Jeanne. donc, Jeanne, du coup, Raphaël, vous partagez beaucoup de questions que vous avez eues et sur lesquelles vous allez commencer à travailler. Est-ce que vous avez une idée de comment y répondre avec des éléments que vous avez déjà commencé à mettre en place ou, enfin, pour justement répondre à toutes ces questions? Alors, évidemment, on essaye, enfin, en tout cas, on commence à poser les bases. D'ailleurs, l'objectif de ce webinaire et l'ambition qu'on porte avec Make Sense, le groupe URD et le réseau des tempêtes est une des réponses possibles de cette, finalement, de notre capacité à essayer de mobiliser et de créer un collectif autour de cette gestion de crise en impliquant les communes et plutôt que d'essayer d'intégrer des citoyens et des habitants qui voudraient s'engager dans d'autres organisations comme des réserves communales de sécurité civile ou des associations agréées de sécurité civile comme la Croix-Rouge, de plutôt se dire que cette entraide informelle, elle va exister et on a tout intérêt à la comprendre, à la faire vivre et à s'appuyer dessus lors de crises. Donc ça, c'est une des premières réponses. On réfléchit aussi beaucoup à la manière, parce que la Croix-Rouge, globalement, de manière internationale, un gros réseau et beaucoup de compétences autour de la sensibilisation et de la préparation des habitants. Donc on a aussi un enjeu autour de ça, de comment est-ce que
On peut continuer à sensibiliser le plus grand nombre à se préparer aux crises. Donc, on a un ensemble de formations qu'on propose au grand public. Et puis, on porte une vision très complète autour de la résilience, où nous, on pense que chaque citoyen doit se préparer à la crise, doit avoir ce qu'on appelle chez nous son petit katakit, son petit sac à dos avec comment est-ce que, enfin, ses principaux besoins, si une crise arrive sur son territoire, pour prendre son sac à dos et pouvoir fuir. Voilà. Et puis, on réfléchit aussi à comment est-ce qu'on peut nous-mêmes se renforcer, parce qu'on a bien parlé de complémentarité, mais il y a quand même un enjeu à ce qu'on puisse nous-mêmes se renforcer, à mieux accueillir des personnes qui voudront s'engager au sein de la Croix-Rouge. Parce que c'est le cas aussi. Il y a à la fois des gens qui n'ont pas envie de s'engager dans des organisations, puis il y a des gens qui ont envie de pouvoir porter une chasuble d'une couleur particulière, et là, on a aussi un rôle à jouer là-dessus. Merci beaucoup. Chouette. Il est 10h29 et ce que je vous propose, comme ça on a à peu près récupéré le timing, c'est qu'on va donner la parole à Agathe. Agathe, est-ce que tu es avec nous? Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ben là, comment les citoyens peuvent être outillés et comment on peut outiller aussi les associations pour agir? Je m'autoclique donc. Vas-y, autoclique-toi. Donc moi c'est Agathe, je travaille chez Make Sense et Make Sense on facilite et on catalyse aussi toute cette envie d'agir parce que globalement les gens sont des bonnes personnes mais souvent on ne sait pas trop comment s'y prendre et donc là dans la première partie un peu du webinaire on a vu un peu l'état des lieux de ce qui se passait, limite les ressources mais là on essaie aussi de mobiliser, de partager un maximum aussi de postures, d'outils, de réflexes pour faire en sorte que concrètement, en fait, tous les petits êtres humains et toutes les organisations que nous sommes arrivent à à fonctionner ensemble parce que c'est aussi plein de facteurs humains qu'il faut prendre en compte. Et donc concrètement, nous on part aussi du constat que l'être humain est un être social nourri par ses liens. C'est ça qui nous nourrit foncièrement. La société a la tendance aujourd'hui clairement à se polariser et les liens s'étiolent. Et d'ailleurs, les gens sont de plus en plus malheureux. Et quand il y a une crise, bah, il y a vraiment un truc qui se passe dans les tripes. Et souvent, en fait, ça, ce truc-là, s'il n'est pas prêt à être accueilli, comme disait Norbert, ça rajoute la crise à la crise. Et donc, nous, on a développé, depuis, ça fait bientôt 15 ans qu'on existe, on a développé aussi toute une expertise autour des communautés de manière générale. Comment est-ce qu'on entretient ces communautés? Et on voit là juste factuellement, quand on regarde les schémas entre centralisé, décentralisé, distribué, s'il y a un coup de vent, ben, la structure à droite, elle va être plus solide s'il y a déjà un réseau existant de gens qui se connaissent et qui se font confiance, voire qui sont complices. Et donc, nous, on distribue comme ça un maximum de ces façons de voir le monde et de faire communauté. Et concrètement, on en a traversé des crises et ça s'est vu parce qu'en fait, nous, avant, notamment le Covid, on travaillait beaucoup avec plein d'associations. Et en fait, on a pu réagir très rapidement entre les associations qui se disaient on est sollicité sur plein de choses et tous les gens qui se disent qu'est-ce que je peux faire, mais je suis bloquée chez moi, je sais pas. Enfin, là, le, le- la situation était assez inédite pour tout le monde. Et donc, en fait, très facilement, on a pu mettre en place un système pour aller mobiliser les gens, pour leur proposer des actions hyper simples, hyper concrètes, avec toute une infrastructure que nous, on avait déjà aussi dans les bacs, sur proposer comme ça à un maximum de personnes de pouvoir agir concrètement sur le terrain, en étant notamment en pouvant aider les assos qui puissent dans leur impact général et leur rôle sur la société. Et ça aussi, pour ce faire, il y a un vrai sujet d'infrastructure humaine aussi, de savoir quand on arrive, à qui est-ce qu'on peut parler, qui est-ce qu'on peut poser des questions, qui a quelle responsabilité. Et souvent, ça, si c'est pas préparé avant et visible, c'est le bazar. Et donc, il y avait une vraie infrastructure j'arrive, je passe à l'action. Il y a un mobilisateur qui va m'encadrer, répondre à mes questions, qui va lui-même être encadré par un super mobilisateur qui a été encore plus formé et qui est passé par les étapes d'avant pour pouvoir comme ça avoir une échelle encore plus large. Et ce qui est hyper intéressant pendant Réaction, quand on a lancé ce programme, c'est qu'il y avait la moitié des gens qui avaient jamais fait de bénévolat. Donc on sent qu'il y a un vrai truc de j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de faire quelque chose. Et il y en avait 63% qui ont continué d'agir. Donc on sent aussi qu'il y a un truc qui parle, notamment à travers les associations partenaires qui ont aussi un sujet aussi de visibilité et de lisibilité auprès de la population de manière générale.
sur une autre type de crise politique. On avait notamment, on se place un peu en tant que défricheur, aiguilleur par rapport à ce qui se passe. Le monde est un peu pété, va très très vite, bouge très rapidement. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Et donc, on fait des campagnes. Donc, il y avait un paumé dans mon Europe sur les européennes qui étaient des élections bien prévues. Donc, on avait comme ça fait un programme pour un peu comprendre ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen, pour aller pousser aussi les gens autour de soi à aller voter avec un kit de mobilisation. Et donc, on avait déjà une infrastructure existante, ce qui fait que le 9 juin, au soir, tout le monde, bim, surpris. 9 juin, 22 h on réagit et on a tout de suite pu reproposer une infrastructure très d'urgence. Donc là, je vous ai mis le petit message sur on se rebouge et c'était parti. Et ça, on utilise aussi comme grille de lecture notre roue de la communauté, qui est un outil qui permet de pas trop avoir d'angle mort et de garder le cap, on va dire, avec on a théorisé plein d'outils. Donc, par exemple, la raison d'être de la communauté, c'est à quoi elle sert? Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce qu'elle est visible pour tout le monde? Est-ce qu'on sait ce qu'on fait quand on met les pieds là-dedans? Les activités, qu'est-ce qu'on peut y faire? À quel point c'est simple, à portée de main, adapté, qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, parce que les gens ont tendance à attendre d'être parfaits, formés pour agir, alors que en cas de crise, il n'y a pas de sujet. Les canaux aussi, à qui on parle comment, en présentiel, en ligne, les contenus, à la fois, je sais, je me sens outillée et je me sens inspirée. Culture commune aussi sur le côté se sentir entouré et le monde est de plus en plus lourd et donc comment est-ce qu'on rajoute aussi de la légèreté, de la joie aussi et du soin dans tout ça. Des rôles et des parcours aussi, que ce soit clair, qu'il y ait quand on arrive, il y a un accueil qui nous permette aux gens de s'y retrouver, ça puisse permettre aux gens de prendre des responsabilités pour aussi permettre à d'autres gens de passer à l'action sur des niveaux un petit peu plus simples. Et aussi du soin, parce que dans ces moments-là, un peu, notamment les gens qui trouvent que le monde va pas bien, on a tendance à se cramer. Et donc, comment est-ce qu'on crée aussi des espaces d'action qui sont sains, avec des espaces de parole, un cadre, des gens qui vont pouvoir écouter, des gens qui vont pouvoir dire stop, et aussi un sujet de gouvernance aussi, de comment est-ce que, qui prend des décisions, comment des mandats, enfin que ce soit commun et lisible pour tout le monde. Et je vous ai juste partagé par exemple un exemple d'outils que nous on partage, qui sont des kits où par exemple juste attention humain, enfin j'apprends à gérer un groupe et des tensions, enfin comment est-ce qu'on diffuse aussi un maximum de ces postures de faire communauté qui sont sur le terrain hyper concrètes. Pareil, avec des petits kits sur plein de choses comme ça. Et donc il y a un sujet de comment est-ce que on transmet ces postures et ces façons de faire en local, en ligne, enfin un maximum de personnes pour autonomiser justement les associations et les collectivités à le faire en amont et pendant et après les crises. Je me suis emballée comme d'habitude. Tic. Non, ça va. Ça va? Juste, moi, je continue là-dessus. Parfois, les réseaux existent déjà. Moi, j'ai vu il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait quelqu'un de la Roya. À la Roya, il y a une ancienne collègue, Marion Gachet, qui est la compagne de Cédric Héroux. Et alors que les populations étaient complètement désemparées et ne savaient pas ce qui allait se passer, elle a fait appel à nous pour organiser une concertation. Et typiquement, vu que c'est quelqu'un de central, ils ont pu aller discuter avec plein de gens. Ils ont bossé avec le Secours catholique et ils ont fait une grande enquête pour expliquer aux citoyens comment ils pouvaient se réorganiser, construire et donner mettre les préfets et les pouvoirs publics devant le fait accompli. Bon bah voilà, vous ne nous écoutez pas, vous ne nous informez pas, vous ne nous formez pas. On va faire les choses nous-mêmes. Et ça a vraiment fait bouger les lignes puisque alors qu'il y a 3 vallées qui ont été dévastées, euh, les pouvoirs publics se sont sentis obligés d'organiser a posteriori une concertation spécifiquement dans cette vallée. Donc on est d'une certaine manière là. Avec la structure Emmaüs et le lien social qui avait été tissé, ils ont pris les devants, ils ont été plus rapides, plus efficaces et ils ont mis les pouvoirs publics devant le fait accompli qui ont été obligés de répondre. Pas de manière aussi qualitative selon moi d'ailleurs. On arrive doucement vers la fin de ce séminaire et on va se laisser 10 minutes pour écouter la conclusion. Pablo, c'est pour toi. Merci Antoine. Bonjour à tous et à toutes. Pour finir, je voudrais vous présenter une grande idée. Tic. Une grande idée qui va faire un peu chapeau, j'espère. Si vous avez la fable de la cigale et la fourmi en tête, vous savez que la fourmi, quand l'hiver vient, eh bien, ferme la porte à la cigale qui n'a rien foutu de l'été, ou en tout cas, c'est pas préoccupé des crises.
Et donc, c'est ce ressentiment-là que je voulais vous montrer, de fermer la porte à quelqu'un qui demande de l'aide. En fait, vous savez que la fourmi, c'est devenu le symbole du mouvement survivaliste, de se retrancher et de stocker du matériel et de se la jouer un peu chacun pour soi. Tic. Si vous avez aussi en tête l'autre fable des trois petits cochons, vous allez peut-être comprendre que lorsque le loup souffle, alors on va inverser la fable parce que ça a l'air d'être une fable pour le loup-bi du ciment Bouygues. Donc quand le loup il souffle la première maison en béton et qu'elle s'écroule, eh bien le premier cochon va dans la deuxième. Le loup qui en fait pourrait représenter le changement climatique détruit la deuxième maison en bois et enfin le les deux cochons arrivent dans la super maison en paille, chaud-chanvre, bioclimatique, qui résiste à tout. Et le troisième cochon ouvre la porte aux deux premiers, contrairement à la fourmi. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont déjà frères, frères ou sœurs d'ailleurs. Et c'est ça la clé, c'est d'arriver à créer du lien social puissant avant les crises. Et ça fait toute la différence. Et comme l'a dit Véronique, et un peu tout l'écosystème de scientifiques qui bossent là-dessus. La clé, c'est l'humain. Avant les crises, on se prépare aux crises en améliorant le tissu social. Voilà, c'est un résultat scientifique et c'est un résultat hyper enthousiasmant. Tic. Et donc, de quelle crise on parle? Vous connaissez ce dessin qui est sorti pendant le Covid, où dans la ville, là, il y a quelqu'un qui dit attention, soyez attentif à bien vous laver les mains, parce qu'il y a le Covid qui arrive, et derrière, sans voir que derrière, il y a la récession, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, et j'en passe. Donc on va vivre évidemment des crises locales, des catastrophes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les inondations, les attentats terroristes, les sécheresses, etc. Et aussi des crises globales. Et contre le local, il faut de la résilience globale, et contre les crises globales, il faut de la résilience locale. Il faut un peu des deux. Et ça inclut les crises aussi, tout le quotidien, pas seulement des catastrophes qui vont durer des siècles, comme on peut nous le prévoir, mais aussi des crises de tous les jours. Et pas seulement un incendie chez le voisin, ça peut être un deuil ou quelque chose de terrible qui se passe chez vous, on vous annonce la mort d'un proche ou peu importe. Il y a des petites crises qui nous mettent par terre et qui font s'effondrer notre monde. Et dans ces cas-là, tic, la clé, c'est le lien social. Quel est votre tissu, votre toile? J'aime bien la métaphore de la toile d'araignée parce qu'elle est à la fois souple et robuste. Et on peut faire même des gilets pare-balles avec de la toile d'araignée, ce que font les militaires. Mais en même temps, c'est souple et fin et léger. Et c'est ça qui permet de pas nous noyer quand la tempête arrive. Donc en gros, il y a deux types de liens que je voulais que vous reteniez aujourd'hui. C'est les liens horizontaux, TIC, qu'on peut distinguer en dense et en léger. Les liens denses, c'est la famille, les amis, les gens en qui vous avez vraiment confiance. C'est hyper important pour le quotidien et aussi pour les crises. Mais pas que. Les liens légers, c'est aussi, on les appelle faibles, mais j'aime pas trop dans la littérature scientifique. J'utilise le mot léger. C'est quoi? C'est les collègues, les gens, les copains, les connaissances, les amis Facebook, je sais pas moi, les gens qui jouent dans le même club de foot que vous ou d'échecs, etc. Donc les connaissances. Et en fait, ce que montre la science, c'est intéressant, c'est que les deux sont importants en temps de crise. Les liens denses sont évidemment essentiels, mais la diversité des liens légers que vous avez est aussi essentielle dans votre résilience et la robustesse de votre tissu social. Éthique, enfin, il y a aussi les liens verticaux qu'on peut distinguer en deux catégories, les liens de proximité, les élus que vous pouvez aller rencontrer, vous avez confiance en vos élus de proximité, la mairie, la police, les pompiers, etc. Et les liens verticaux plus lointains, c'est confiance envers le système. On ne peut pas aller leur parler, mais on a un peu confiance dans la République, ou ce que Norbert tout à l'heure appelait la justice sociale et la démocratie. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en défiance vis-à-vis de tout ça, et ça fragilise notre tissu social. Tic. Voilà un petit canevas théorique. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut tout à fait tisser des liens tic, d'affinité.
Ça, c'est très facile. Le club de foot, le club d'échecs, le réseau militant, vos collègues, des gens avec qui on s'entend aussi bien politiquement que moralement, que autour d'un sport ou que sais-je. Ça, c'est assez facile, mais souvent, on se retrouve en visio parce que c'est assez loin et dispersé. Et tic, il y a un deuxième type de lien, ce que j'appelle les réseaux voisinotaires, qui est vraiment de s'entendre avec ses voisins, de proximité. Et là, il n'y a pas forcément d'affinité. Ça peut être quelqu'un avec qui on s'entend pas du tout, mais en temps de crise, ça peut être très utile. Et souvent, je dis, quand il y a une vraie catastrophe, parfois il vaut mieux s'entendre avec notre voisin qu'avec nos propres idées. Voilà, à méditer. Donc les deux types de réseaux à déployer. Tic. Euh, retic alors. Ah oui, il y a un petit, il y a des petits clics. Moi, je te laisse cliquer au fil du temps. Donc en fait, on arrive sur une sorte de principe de base, de posture générale, euh, que l'humain prime sur le matériel. Et ça, c'est un contre-pied au survivalisme. Tic, que la qualité des liens sociaux est à mettre avant tout. Ça, c'est aussi, ça va à contresens de notre croyance, comme disait Véronique, de notre mythologie libérale qui veut que la nature est mauvaise et que la nature humaine, par extension, est mauvaise. Tic. Et donc, les scientifiques parlent de capital social. Il faut, j'aime pas ce mot, mais ça circule. Il faut investir dans le capital social. C'est la clé de la résilience, de la résistance, de la robustesse, de tout ce que vous voulez. Clic. Et donc, on amène le concept de supervivalisme pour aller au-delà du survivalisme, qui en réalité est un sous-vivalisme, qui est très dangereux de, en cas de crise, se préparer à s'isoler et à stocker du matériel. Eh ben, priorité à l'humain et au réseau social, c'est beaucoup plus robuste et moins dangereux. Tic. Et pour finir, nous avons créé une association cette année qui démarre, le réseau des tempêtes, pour justement porter cette voix des citoyens dans cet angle mort de la participation citoyenne, de l'encapacitation citoyenne de tous les habitants, de tous les gens, pour qu'ils retrouvent confiance en eux et qu'ils s'organisent et qui s'articulent avec les secours. Mais pour visibiliser cet angle mort, il y a voilà, cette association qui va prendre soin d'abord et cartographier tout l'écosystème dont on vous a parlé, qui est en train de naître et qui est hyper foisonnant, enrichissant et stimulant. C'est un momentum, c'est cette année, l'année prochaine, ça démarre. Et vous avez un bon panel de la Dream Team de cet écosystème aujourd'hui dans ce webinaire. Et dernier tic, une petite surprise. Vous avez ici, j'ai demandé à ChatGPT de dessiner le réseau des tempêtes. C'est vraiment ça mon idée, c'est que la cigale, la fourmi, ils ont échangé leurs outils avec les trois petits cochons, dont une en féminin. Et avec le loup se prépare aux tempêtes tous ensemble. Voilà, merci de votre attention. La maison reste en briques, oui, mais c'est des briques de terre compressées, des briques de terre crues, Exactement. donc organisées par nos amis de Bellastock. C'est une technique low-tech. D'ailleurs, il y a des gens des low-tech qui nous ont rejoints. Il y a différentes photos, il y a différentes photos qui... Oh là là, il y a Juliette qui nous a écrit un long message. Question de Lila Courteau en Isère. Quid de nos relations, quid des autres vivants et le Les rôle de autres nos humains. relations dans le supervivalisme. Ouais, eh ben, merci d'aborder ça, j'avais pas le temps. Mais évidemment, les liens qu'on doit déployer partout et tout le temps. Aujourd'hui, notre job, c'est faire du lien et guérir de nos traumas, parce que les traumas coupent les liens. Eh ben, les liens, c'est avec nous-mêmes, avec les autres humains et avec les non-humains. Et c'est ça la clé, c'est que quand on commence à considérer que des ressources, par exemple du bois, de l'eau, enfin des ressources naturelles, sont en fait des êtres vivants, et qu'on peut avoir des liens très riches avec eux, des liens de réciprocité, on les transforme d'objets à sujets. Et là, c'est magique, c'est ce que font les peuples premiers d'ailleurs. Tout notre attirail hormonal, cognitif, humain, qui est designé, qui est conçu, qui est fait pour le lien social, se réveille et se met en action. Et à ce moment-là, on commence à prendre soin. C'est tout simple à comprendre. Si on vous dit que la nature, c'est des ressources, vous pouvez juste des objets, comme le Code civil napoléonien, qui est toujours en vigueur, considère les animaux, aujourd'hui en France, comme du mobilier. C'est des objets.
Et donc forcément, on peut les tuer, les vendre, les découper, les manger, on s'en fout, c'est des objets. Mais si on les considère comme des sujets, à ce moment-là, il y a des relations, des vraies relations qui apparaissent. Si on vous dit c'est la terre mère, c'est pas la nature, c'est votre mère, vous pouvez pas la découper, la violer, la vendre, la manger, etc. Donc il y a toute notre relation au monde qui change, et c'est là que je voulais en venir. Ça devient plus des ressources à consommer, ça devient des partenaires qui s'incluent dans votre réseau des tempêtes. Et vous avez un sentiment beaucoup plus fort de résilience, de robustesse, et non seulement un sentiment, mais ça arrive dans la vie réelle, quoi. Merci Pablo. Autre question, il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que c'est pas le concept de convivialité d'Ivan Illich? Waouh, la qualité des questions, je suis abasourdi. Merci, ouais, bah, ça fait partie. Quand je donne la conférence d'1 heure, c'est vers ça que je vais. Effectivement, Ivan Illich, le penseur de la convivialité, il y a toute une filiation hein, de penseurs comme ça qui montre que au-delà d'une certaine taille d'un système, bah, le système devient anticonvivial. Et tous les outils techniques humains, c'est ça. On invente la voiture, ça sert à libérer, et puis au-delà d'un certain seuil dit de convivialité, pardon, ça devient contre-productif. On passe plus de temps dans les bouchons que à se libérer. Pareil pour l'école. Trop d'école, ça fait des moutons, même si peu d'école, ça émancipe. L'hôpital, ça guérit, et trop d'hôpital, ça amène des maladies nosocomiales, etc. Et donc, Ivan Illich, il s'exprimait même sans micro, parce qu'il disait le micro n'est plus convivial. Si vous pouvez pas m'entendre à 50 mètres, c'est que vous n'avez rien à faire là, puisque vous ratez tout le non-verbal et toute la qualité de la richesse du lien social. Et donc, on est limité en taille par notre biologie. Et donc, les réseaux sociaux, les artefacts techniques, par exemple les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer à foison et d'avoir 10 000 amis Facebook, ça devient anticonvivial parce qu'on perd en qualité et donc on dégrade nos liens sociaux et on risque des effets contre-productifs très forts, ce qu'on observe déjà. Donc, merci de revenir à la convivialité d'Illich et la qualité du lien social. Notion de convivialité qui est aussi c'est des techniques conviviales sont des techniques qui sont appropriables par tout un chacun et c'est une démarche qui est beaucoup portée par nos amis du Low-Tech Lab qui sont présents aussi dans la salle. Je permets de me préciser aussi qu'il y a Lewis Mumford qui parle de technique démocratique et qui a écrit des super bouquins dessus. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois des gens qui s'envoient plein de liens, c'est super. J'ai un peu du mal à revenir. S'il y a quelqu'un qui veut lever la main et peut-être poser une autre question, il y a des blagues. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Alors Juliette de Hello Asso. Ouais, n'hésite pas, C'est vas-y. important, les Allume ton blagues. micro et Super. n'hésite pas à poser une question ou une remarque qui soit courte parce qu'on va se diriger doucement vers la fin. Ok, merci Antoine, merci, c'était hyper intéressant. C'est pas une blague, désolée. Et c'est pour résumer mon pavé, mais comme tu le sais d'ailleurs Antoine, chez Eloasso, on structure aussi une communauté d'acteurs de l'engagement et de collectivités qui ont envie de persévérer, d'aller plus loin dans le soutien à la vie associative, parce qu'on l'a dit, une société plus soudée avec des citoyens engagés, bah, elle fait mieux face aux crises. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire signe. On fait un événement chaque année pour réunir tous ces acteurs et réfléchir au soutien qu'on peut apporter aux associations et à l'engagement des citoyens dans les associations. J'espère que c'était pas trop long. Merci. C'était pas trop long. Peut-être Norbert, Véronique, Agathe, Raphaël, vous avez des prochaines dates, des choses à rajouter, une invitation pour la suite. Et ensuite, ben, je vous encourage, vous aussi, auditeurs, auditrices, participants, participantes à cette conférence, à peut-être voilà, poser une dernière question. Florence, je vois que tu lèves la main. Oui, Je merci répète, hein, une Antoine. phrase, quelque chose de Non, très synthétique. oui, non, simplement pour ouvrir un peu, je crois qu'actuellement, beaucoup de gens sont complètement découragés par la politique, ont l'impression qu'ils peuvent plus rien faire, que le système est bloqué, que c'est pas nous qui décidons, etc. Je pense que dans les situations de crise, et ça a été le cas au moment du Covid, des gens se sont retrouvés à pouvoir avoir un impact et un contrôle sur un certain nombre de choses dont ils ne rêvaient même pas avant. Et ça, je pense qu'il faut le voir un peu comme un espoir,
que le système actuellement déconne complètement, donc on va aller de crise en crise, mais que par contre les crises mêmes peuvent être une occasion pour les gens localement de reprendre le pouvoir sur l'avenir de leur territoire. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Florence, pour cette réponse, en effet, très concise. On va se diriger doucement vers la fin. Peut-être Pablo, il y avait quelque chose qui me semblait intéressant qui avait été évoqué comme question. J'attendais que ce soit ton tour de parole. Je crois que c'est Florence qui disait, mais il y a déjà des réseaux qui se structurent. Il y a déjà aussi des réseaux. Comment le réseau des tempêtes vient suppléer, compléter, ou peut-être même se mettre en opposition, parce que parfois il y a des réseaux d'entraide, mais c'est des, comme tu disais, c'est des entraides assez survivalistes ou très technosolutionnistes. Comment vous vous positionnez par rapport, qu'est-ce qui existe déjà et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, oui, juste précision, le mot entraide, c'est pas un mot bisounours, il y a la corruption, le népotisme, c'est de l'entraide, les super riches s'entraident entre eux, etc., etc. Et les pauvres s'entraident entre eux. Donc l'entraide, c'est vraiment une force de convergente horizontale. Mais là, si on cible sur cet angle mort de la participation citoyenne, c'est vraiment ça le sujet, hein. Pour les crises, ce qui est intéressant, c'est nous, on arrive avec le groupe URD, on bosse depuis 2 3 ans là-dessus, et en fait, en bossant à partir de la littérature scientifique et en creusant le sujet, on voit qu'il y a plein de gens qui bossent déjà là-dessus, d'organismes, de personnes passionnées, de chercheurs, et puis qu'il y en a des nouveaux qui arrivent tout le temps. Donc il y a vraiment un enjeu de prendre soin de cet écosystème. Sinon, on passe en mode compétition. Si on n'arrive pas à bien s'entendre, on va faire la même chose 2 fois. Et donc, on peut travailler en synergie. Donc aujourd'hui, avec l'émergence de cet écosystème, il y a vraiment cet enjeu de travailler ensemble. On a largement assez de boulot pour tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour préciser aussi, parce que je l'ai pas dit pour le réseau des tempêtes, une ligne directrice qui nous guide, et je pense que c'est le cas de la plupart des acteurs, c'est de se dire, avec le supervivalisme, que si la préparation aux crises vous mène à du repli et à de l'isolement, c'est une mauvaise direction, c'est que vous vous préparez mal. C'est-à-dire, une autre manière de le dire, c'est que la préparation aux crises doit améliorer notre vie aujourd'hui, avant les crises, entre les crises. Sinon, elle sert à rien. Si la joie n'arrive pas maintenant, c'est que vous êtes dans la mauvaise direction. Ça, c'est important à préciser. Ça, c'est un bon guide, hein. La joie. Merci beaucoup. On se dirige doucement du coup vers la fin. Tic, Agathe. Voilà, c'est la conclusion. Retic. Alors, commune résiliente, qu'est-ce que c'est pour le moment? C'est Pablo avec tout le réseau des tempêtes. Il y a pas mal de gens qui sont présents dans la conférence aujourd'hui. Il y a Julien qui mène Julien Lécaille qui mène plein d'expérimentations super bien. Il y a Raphaël, il y a avec la Croix-Rouge, il y a Make Sense avec nos expérimentations sur comment on outille les citoyens pour être des super facilitateurs. Il y a les études de l'URD et il y a des villes partenaires comme Norbert qui travaille à Grenoble. Nous, on a vraiment fait ce webinaire pour se dire, c'est bien, on a lu plein de bouquins, on a mis en place plein de méthodos dans plein de terrains, mais en fait, maintenant, on cherche des endroits où il y aurait des responsables de collectivités territoriales, des élus, des agents, des associations avec qui on pourrait, quelqu'un disait dans le chat, c'est qu'il n'y a rien de mieux que le terrain pour regarder ce qui marche et ce qui marche pas. Donc nous, on est partant pour faire du terrain. Et ce qu'on va vous proposer à la fin, c'est on va mettre le lien vers un questionnaire. On va mettre le lien vers un questionnaire. On vous encourage à remplir ce questionnaire pour pouvoir signaler qui vous êtes et dans quelle mesure vous seriez intéressé pour qu'on teste certains des diagnostics, certaines des actions de renforcement, peut-être des actions de sensibilisation, des serious games. Tout est possible. On n'a pas la solution. On va chercher à tâtons avec vous et sur le terrain et ensemble. Donc c'était vraiment l'idée derrière ce webinaire. Donc que vous, même si vous êtes habitant ou habitante engagée, vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire. Et pendant que vous êtes en train de l'ouvrir, on va laisser possible d'envoyer le lien ici. Alors c'est Agathe qui partage son écran. Est-ce- Je veux bien d'une, si c'est possible pour toi, de mettre le lien aussi sur le chat.
ou Agathe est peut-être en train de le faire. J'ai mis aussi, du coup, dans les prochaines étapes, enfin, c'est surtout Raphaël de la Croix-Rouge qui va, euh, qui va du coup prendre contact avec celles et ceux qui ont envie et on va pouvoir commencer à s'appeler et à explorer ce qui pourrait être fait ensemble et on va construire des coopérations dès que possible. Je vois qu'il y a des gens qui répondent. Parfait. Ça a été mis sur le chat. Du coup, tic, 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 tic. Hop, j'en profite. Voilà, Ulysse réclamait une petite page de pub. J'ai donc mis une petite page de pub. En ce moment, on vient de terminer une expérimentation qu'on a menée à Chambéry qui s'appelle Lumière. Et c'est, vu qu'on a repéré que les assos étaient souvent en première ligne pendant les crises climatiques, mais aussi pendant les crises politiques, et que aujourd'hui les associations sont en train de prendre très cher. Donc il y a de nombreux plaidoyers qui sont sortis là. Les assos se voient attaquer, retirer leur légitimité, menacés. Et il y en a beaucoup qui vivent des moments très difficiles. Nous, chez Make Sense, on en accompagne énormément et on reçoit des mails tous les jours qui disent, bah, on est obligé de mettre la clé sous la porte. On nous retire notre local, on nous retire notre subvention, on n'a pas pu avoir le contrat d'engagement républicain parce qu'on avait dit que c'était pas bien d'urbaniser les berges de tel fleuve, etc. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire du lien entre les assos et de rejoindre des assos pour les aider à tenir des fonctions clés pour qu'elles puissent garder la tête hors de l'eau et être là quand il y aura des crises politiques et climatiques. Donc, on va vous mettre le lien dans le chat. Tic, je sais plus ce qu'il y a après dans le chat, ça va être la surprise. Retic, encore tic. Ah, Non, j'ai l'impression que ça marche dans l'autre sens. c'est tout. Eh ben, c'est la fin. Du coup, je pense qu'on peut laisser là-dessus et ou arrêter le partage d'écran. Il reste 1 minute. Vous pouvez mettre le mot de la fin dans le chat. Florence, tu peux baisser la main numériquement, sinon ton ordinateur va être fatigué. Et pour répondre à une question qui a été posée plusieurs fois, si vous vous êtes inscrit à ce chat, à ce webinaire, vous recevrez un replay. Si vous n'étiez pas inscrit et qu'on vous a transmis le lien, vous pouvez vous recevrez aussi le replay si vous remplissez le petit questionnaire. Merci pour votre attention, merci pour vos questions qui étaient, comme le disait Pablo, extrêmement pertinentes. Je vous laisse peut-être chacune de nos intervenantes, un petit mot de la fin. Agathe, Norbert, Véronique, Raphaël. Bah oui, merci beaucoup. C'était très intéressant et très interactif. Merci aussi à Make Sense justement pour avoir mis le rythme et j'ai mis les liens et du coup ça vous sera renvoyé si vous voulez en savoir plus sur nos travaux sur l'entraide en temps de crise. Les différentes études de cas sont disponibles et il y a d'autres choses à venir. Et il Merci y a plein de beaucoup. webinaires faits par l'URD sur chacune des régions. À toi, Raphaël. Eh ben, merci à tous pour la participation et on a hâte de imaginer des nouvelles solutions de coopération à l'avenir avec toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Ouais, notamment Chloé Relin d'Unicité. On bosse déjà pas mal avec vous. Ce serait hyper chouette qu'on fasse des formations là-dessus. Ça pourrait marcher de folie. À toi, Norbert. Bah écoutez, merci à tous. Merci pour ce temps qui est très riche, comme d'habitude. Et puis, je suis à disposition s'il y a des collectivités, des assos, voilà, des gens qui veulent partager sur ce que la vision de la résidence territoriale grenobloise. Voilà. Et le Merci, au meilleur revoir. pour la fin, Agathe. Là, tu nous remets dans un système de compétition, Antoine, par contre. Ah, désolé. Non, bah merci, moi c'est hyper enthousiaste. Je vois un peu la lumière au bout du tunnel parce qu'il y a un vrai sujet d'imaginaire pour le futur et je trouve que ça met de la joie, du baume au cœur d'être entouré là-dedans. Il y a un peu un côté Avengers, un peu les petits frissons. Et on vous remet tous les liens sur notamment les formations communauté pour aussi avoir toutes les billes. Et pour les gens à Paris, on organise jeudi prochain un Happy Jeudi. Il y a zéro but, sauf juste on a vu la lumière, les gens ont l'air contents et rentrés. On danse, on cuisine ensemble, on chante. Voilà, c'est tout. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.
Donc là, c'est le moment où je galère à éteindre l'enregistrement. Hop.